l'atelier phase 2 pragmatique. Donc, c'est très important pour avoir cet enchaînement et avoir finalement un plan d'action au moins pour servir le ministère et notre ministère. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais céder, donner la parole à notre expert, Andrea, pour présenter le toolkit TE-FC. Voilà, merci. Je pensais que je devais un peu répondre à quelque chose de la matinée, mais ça va. Non, ça c'est important parce que d'ailleurs, pour présenter l'instrument TFC, je n'ai pas de présentation organisée. Plutôt, je voulais vous montrer quelque chose qui est un accès ouvert en ligne et vous expliquer de quoi il s'agit. Je pense que de quelque manière, cela c'est est en connexion avec quelques-uns des thèmes qu'on a discutés ce matin. Et je vais en reprendre quelques-uns. Les premiers, me semble-t-il qu'on a bien compris qu'il n'y a pas une seule définition des trois émissions. Il y a plusieurs définitions et il y a plusieurs manières de pratiquer cette troisième mission. Et que la manière, les manières les plus adéquates pour pratiquer cette troisième mission, c'est de les connecter avec des exigences, des demandes qui surgissent de la société. Des questions qui sont importantes pour la société. Ça, c'est la première chose, je la laisse là juste un moment. Mais de toute manière, ce qui est important en relation à cette considération, c'est que la troisième mission, la définition de la troisième mission est toujours située dans un lieu et un temps. Quelqu'un l'a dit, il disait aujourd'hui en 2025. Je ne saurais pas tellement, parce que sinon on devrait trouver après la première chose qui nous passe devant, mais quand même, oui. On est situé dans un temps et dans des lieux spécifiques. Je laisse cette question-là. Pour venir en deuxième chose qui me semble importante par rapport à la conversation de ce matin, c'est que on a aussi, je pense qu'on a aussi compris que la troisième mission n'est pas tiers. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pas quelque chose qu'on ajoute à quelque chose qu'on fait déjà. C'est pas qu'on a l'enseignement, on a la recherche, et puis quand on a du temps, on fait la troisième mission. Ça doit être compris, c'est dedans déjà. Ce qu'on fait. On parlait pendant la pause. Parfois, on ne se rend pas compte que nos collègues chercheurs et chercheuses, enseignants et enseignantes, déjà font beaucoup. Sauf que ça, ce n'est pas vraiment visible. On ne le voit pas. Mais pas mal de choses que nous on fait sont déjà troisième mission. Le fait, c'est de le rendre visible et le valoriser. Et les reconnaître. Ce qui, en fait, est très important par rapport à ce qu'on disait ce matin pendant le panel, c'est le fait de donner du sens à ce qu'on fait.
On est toujours très pris par des questions techniques, administratives. On fait des projets, on passe beaucoup de temps pour rédiger des comptes rendus, le budget, les questions administratives, etc. Ça augmente partout. Donc c'est très facile dans cet univers peuplé des choses techniques, des choses administratives à faire, de perdre le sens de notre travail. Je pense que, du moins pour moi, c'est quand j'ai fait de la recherche participative, je respire. Quand je l'ai fait avec les étudiants qui reviennent avec les choses qu'ils ont observées. Ah oui, merci. Je respire, je reviens aux sources, je reviens aux motivations personnelles et même chose, ça va de pair, c'est plus compliqué bien sûr, ça va de pair pour l'institution. Madame, ce matin, la chère UNESCO, elle disait justement retrouver la mission. C'est ça, c'est retrouver notre place dans la société. Et c'est avec ce type d'activité qu'on retrouve tout cela. C'est très important, retrouver du sens. Je pense que dans la recherche, dans les universités, on a ce privilège de faire un travail qui a du sens. Et donc, pourquoi hésiter dans l'effet d'avoir des trucs administratifs à remplir tout le temps? Il faut reprendre ce sens pour redonner aussi de l'énergie à ce qu'on fait. Et là, c'est la valorisation. Ce qui ramène la grande question qui a été touchée à plusieurs reprises, plusieurs perspectives de l'évaluation. Alors, là, ça fait, je pense que ça a été publié en 2014, j'avais écrit quelque chose sur les indicateurs pour la troisième mission. Et je vois qu'on parle de nécessité d'indicateurs, il faut donner des chiffres, alors, il faut sortir de l'idée que donner des chiffres, c'est quelque chose d'objectif. On arrive, les indicateurs dans l'évaluation, c'est des choix politiques. En recherche, les indicateurs, c'est quelque chose qui a un fondement théorique et empirique. C'est la rencontre de l'empirique et du théorique qui nous donne la validité et la solidité des indicateurs. Il faut qu'il y ait un concept de référence, il faut qu'il y ait des dimensions de ce concept, il y a des indicateurs et puis l'opérationnalisation de ces indicateurs. Le fondement est toujours dans les concepts. Et puis, quand on a les résultats empiriques, on peut revenir sur les concepts pour voir si ces indicateurs sont valides ou pas. Ça, c'est au moins comment ça marche dans la recherche scientifique. Au sein de l'évaluation, ce n'est pas la même chose. L'évaluation, c'est un type de recherche, l'activité de recherche qui est appliquée. Ce qui veut dire, vous savez, l'évaluation n'a pas le but seulement d'observer et comprendre la réalité. En fait, le but véritable de l'évaluation, c'est de changer, d'intervenir sur cette réalité qu'on observe. Et donc, quand on établit des indicateurs, on va établir ce qu'il faut faire. En plus, quand vous savez, quand on est évalué, on est observé, et on a tendance, surtout s'il y a des primes ou des sanctions, à se comporter de manière conforme aux normes,
aux yeux des observateurs pour avoir ces crimes et ne pas avoir ces sanctions. L'évaluation fait ça. Donc, par exemple, si dans le système italien, le ministère introduit un indicateur de performance qui est combien d'étudiants vont obtenir un nombre de crédits suffisant au cours de l'année, mes collègues, la gouvernance de mon institution va faire à mesure qu'il y a plus d'étudiants qui gagnent, qui accumulent des crédits. C'est peut-être bien, mais il y a plusieurs manières d'obtenir ça. On peut donner des crédits. Voilà. On vient à l'examen, bon, tout est présenté, voilà, tout est promu, 6 crédits. C'est vite, hein, donc ça a des résultats un peu ambigus. Mais à la fin, dans le moniteur du ministère, mon université est performante. Ça, c'est une première chose qui est plutôt évidente sur les relations. Il y a une deuxième chose. Si, comme l'a fait mon ministère, mon ministère, va évaluer mon université selon les taux d'occupabilité de mes étudiants, c'est quoi qu'il évalue en fait le ministère? C'est mon institution ou c'est les systèmes dans lesquels mes étudiants vont aller après avoir obtenu un diplôme? Parce que c'est très différent de se diplômer à Sassari en Sardaigne, qui a un tissu économique de type et une possibilité d'employabilité très basse par rapport à ce qui se passe par exemple à Milan. Mais je suis primé ou sanctionné selon des caractéristiques du territoire. Et on revient de ce côté-là au fait que la troisième mission est située dans des espaces. Alors, j'essaie de vous proposer là, c'est difficile donc d'établir quels sont les bons indicateurs pour évaluer la troisième mission. Si la troisième mission est toujours située. Donc, des indicateurs qui sont valides à Milan ne sont pas valides à Sassari. Il y a des expériences de ce côté qui se font au Royaume-Uni comme en Italie, et qui me semble intéressant, c'est de dire on va demander aux institutions de fixer par rapport, il y a un peu des lignes générales de référence pour les indicateurs, mais aussi il y a une partie de cette évaluation qui peut se faire selon des indicateurs qui sont établis comme des indicateurs de succès par les institutions elles-mêmes qui vont démontrer si elles arrivent à achever ces niveaux. Mais il faut que ces indicateurs, ce ne soit pas seulement l'institution qui fixe ces indicateurs. C'est facile comme ça. Il faut les faire avec son propre contexte de travail, avec les partenaires sociaux. Alors, ça, on se met d'accord quel est le but de notre travail ensemble, qu'est-ce que va nous dire si ce qu'on fait ensemble est un bon résultat ou un mauvais résultat par rapport à ce qui est utile ici et maintenant. Donc, ça peut se faire à travers une méthode des études de cas. En Italie, comme au Royaume-Uni, par exemple, mais aussi à Hong Kong ou en Australie, pour évaluer l'engagement de la troisième mission, on peut l'appeler comme on veut, chaque institution propose et dit, nous, on veut montrer ça. Vous allez nous évaluer par rapport à ce qu'on a fait et au
fait que ce qu'on a fait est quelque chose d'intéressant, raisonnable, important par rapport à ce qui sont les exigences ici. Donc c'est toujours situé. C'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup d'efforts de la part du mécanisme d'évaluation, mais ça donne quand même une possibilité, ce qu'on a observé, c'est que ça donne une possibilité pour les institutions elles-mêmes de réfléchir sur quoi elles travaillent. Qu'est-ce qui est important pour elles et pour leurs stakeholders, leurs porteurs d'intérêt. Et ça leur donne beaucoup plus de visibilité, soit aux activités qui sont mises en place, soit à leur manière de raisonner, qui n'est pas nécessairement la même manière qu'on a à Milan, à Tunis, à Paris. Donc ça, c'est un effort d'évaluation très important, mais qui sert, de mon point de vue, aussi une fonction de l'évaluation qui est toujours laissée de côté, qui est la fonction d'apprentissage. Nos ministères de référence, normalement, ils pensent à l'évaluation comme un système pour punir ou promouvoir. Et il est bien étrange que très souvent, les critères pour punir ou promouvoir sont les critères des plus forts. C'est pourquoi, c'est parce que les plus forts ont beaucoup plus de continuité, d'adhérence avec le personnel ministériel et les politiques que les plus petits. Donc, il se trouve que les critères universels, en fait, servissent certaines plus que d'autres. Ces certaines sont ceux qui ont toujours plus de pouvoir. Donc, ces mécanismes-là, ça entraîne un mécanisme vraiment problématique qu'on voit les ressources déjà scarces vont à ceux qui en ont déjà assez et sont enlevés à ceux qui en ont pas. Donc, il faut faire très attention. Les discours évaluationnels, très important et fondamental, mais il ne faut pas avoir une approche naïve à l'évaluation. Il faut savoir qu'il est un exercice de pouvoir et doit être géré de manière démocratique. Et ça nous amène à la dernière chose que je veux dire par rapport à ce qui a été dit ce matin, parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'indépendance. Je préfère dire l'autonomie, parce que indépendance, c'est quelque chose de bon. Je fais ce que je veux. Autonomie, c'est quelque chose qui a deux faces. Vous avez l'autonomie de ce côté, de l'autre côté, vous avez la responsabilité. Être autonome, ça veut dire être responsable. L'une chose va avec l'autre. Et donc, l'idée de rendre compte est quelque chose qui est la contrepartie de cette autonomie. Il faut renforcer les deux. Et par exemple, en Italie, nous, nous les académiciens. Souvent, ça vous suffit pour passer. Ok, très bien, très bien. J'arrête de perdre beaucoup de temps comme ça pour faire perdre le temps. Non, c'est important. Seulement qu'en Italie, on a perdu notre autonomie. Parce qu'on l'a exercée trop en tant qu'indépendance. On pensait pouvoir faire ce que nous accommoder. Et on a perdu la confiance de la société. Donc, on nous demande maintenant d'être accountable sur tout. Surtout sur des choses qui n'ont rien à faire avec le travail académique. Parfait, merci. Aussi, ça marche au cette tâche. Ok. Alors, alors, qu'est-ce que ça a à voir le TEFC avec ce que je viens de dire?
C'est parce que très souvent, bon, ces discours sont des discours, les gens, je vois, je regarde vraiment pour ça, mais après il faut revenir sur terre. Il faut rentrer chez son université, il faut gouverner le procès, etc. Je trouve, il y a plusieurs instruments pour la troisième mission, mais surtout pour les community engagement auxquels vous avez bien compris, je me réfère en priorité. L'un de ces instruments, c'est cette TEFCHE tool. D'où ça vient? Moi, je n'ai pas contribué à son développement. Ça vient d'un projet Erasmus, que vous voyez, qui était TEFCHE. Le premier tour était TEFCHE, après il y a eu un deuxième tour qui s'appelait CHEF. Un troisième, et là maintenant, peut-être un quartier, on ne sait pas. Mais dans le premier tour, il y a eu des collègues qui travaillent très sérieusement, qui sont très bien sur ces aspects de community engagement. Et donc, ils ont développé cette toolbox pour des institutions qui veulent incorporer, rendre visible et valoriser les community engagement dans leur propre institution. Donc, c'est un procès en 5 étapes. Vous voyez là le site internet communityengagement.eu, et vous trouvez tout là-dedans. Alors, il y a 5 stages. Il y a aussi, bien sûr, d'autres choses que vous trouvez dans ce site, mais je vais aller ici dans ça. Donc, le premier étage, c'est un étage de quick scan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un groupe au sein de l'université, un groupe de personnes qui peuvent être normalement des personnes, des professeurs, professeuses, des étudiants, mais aussi du personnel administratif dans différentes positions qui font un exercice de quick scan, c'est-à-dire il y a tous les templates pour faire ça. Ils vont examiner la situation à niveau d'institution, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par rapport à 5 dimensions différentes. Première dimension, l'enseignement. Deuxième dimension, la recherche. Troisième dimension, la relation avec la communauté. Quatrième dimension, les supports administratifs. Cinquième dimension, si je me souviens bien, c'est les expériences et les exemples qu'on a au sein de l'université. On fait, ça s'appelle quick scan, ça veut dire qu'on ne fait pas un travail très approfondi, c'est pour voir qu'est-ce qu'il y a. Normalement, c'est compliqué. Ici, vous avez des templates qui vous donnent l'instrument pour faire ce quick scan par rapport à ces dimensions. Teaching and learning, vous le voyez là, recherche, service and knowledge exchange, étudiant, pardon, j'avais oublié ça, management, partnership and openness, et management, les politiques de support. Donc, il y a cette première phase qui est une phase de compréhension de ce qu'il y a. C'est très important de dire, nous on est en train de faire ça dans mon université, je l'ai proposé dans le cadre d'un projet d'alliance européenne qu'on a mis en place, qui vient de démarrer novembre dernier.
je suis coordinateur du World Package sur le Community Engagement. À la fin de deuxième année, chaque université doit avoir son plan de Community Engagement, plan institutionnel de Community Engagement. Comment on arrive là? Première année, on va utiliser les TEFCE, deuxième année, on va utiliser les CHEFCE. Là maintenant, on est en train de faire ce quick scan. Donc, chaque université essaye, il y a des groupes de travail qui sont faits par rapport à ce qui est la réalité de l'université. Il n'y a pas vraiment une manière univoque de travailler. C'est très flexible, c'est très important et intéressant. Ça s'adapte facilement à chaque différente institution. Grande, moyenne, petite, orientée plutôt vers la recherche ou bien recherche-enseignement, seulement enseignement. On peut développer sa propre manière d'utiliser ces toolbox. Très intéressant de ce côté-là. Donc, on fait ces quick scans. Deuxièmement, je reviens à l'arrière. On passe peut-être, oui, en deuxième phase. Alors, on a exploré de manière plutôt générale, mais on a commencé à marquer ce qu'il y a. Et donc, déjà, cet exercice-là, c'est très intéressant parce que les gens se rendent compte, comme je le disais tout à l'heure, bon, il y a des choses, on ne peut pas rien faire, mais il y a lui, il y a elle, il y a cette réalité, il y a les étudiants qui s'activent, ils font la fête, ils font les associations étudiantes, ils organisent ça et ça et ça. On avait oublié. Donc on commence à... Et puis, par rapport à toutes ces expériences, on commence à collecter l'évidence. Donc, on était d'une manière un peu plus structurée, pas trop structurée, parce qu'on ne doit pas trop enfermer la pensée et la possibilité d'imaginer, de comprendre aussi. Mais déjà, il y a des guides, c'est tout le monde, c'est intéressant parce que ça donne un guide. Et donc, on peut commencer à mettre ensemble les informations. On met ensemble les informations et on peut arriver à un premier rapport de ce mapping qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce mapping, il y a dans les instruments, il s'appelle une heatmap. Donc, on peut utiliser cette heatmap. Comment on peut traduire heatmap? Une carte. Oui, on peut cartographier, si l'on veut, selon l'intensité, les différentes pratiques et dire, bon, sur ce côté-là, on est très fort, sur ce côté-là, on n'est pas assez fort, etc. Donc, ça vient avec aussi des couleurs. Donc, on peut le voir et voir dans quel secteur l'institution est forte, quel secteur c'est faible, quel secteur, etc. Et puis, bon, c'est à l'institution de décider quoi faire avec ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut augmenter la performance dans des secteurs qui sont un peu faibles, ou bien on veut investir sur ce qu'on fait mieux? Ça, c'est totalement laissé justement dans la gouvernance institutionnelle. Ça, c'est un premier mapping report. Qui, à ce moment-là, déclenche un dialogue participatif, c'est-à-dire avec ces rapports de mapping de la réalité, on revient aux collègues, on revient aux gens, on revient aussi aux partenaires sociétaux et on dit, ça c'est ce qu'on a trouvé pendant cette exploration. C'est pas tout, ça couvre pas tout nécessairement. Donc, première chose, on veut comprendre avec vous s'il y a quelque chose qui manque dans ce cadre, et puis on commence à dialoguer sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a trouvé. Donc, compléter les cadres et puis commencer à déclencher une conversation ouverte, collective, sur ce qu'il faut faire avec tout ça.
Ça, c'est très intéressant parce que ça déclenche. Je suis en train d'expérimenter moi-même et je vois à quel point cela déclenche un parcours réflexif. Donc, de réflexivité institutionnelle qui est très important. On en manque beaucoup aujourd'hui. On fait le rapport, on fait le planning stratégique, mais très souvent, on ne prend pas du temps pour réfléchir vraiment. Et on essaye de faire ça à notre manière, avec des chiffres, des indicateurs, mais pas avec des conversations. Et ça, c'est la force de cet instrument, moi je trouve, c'est de déclencher cette réflexivité institutionnelle. Bien sûr, il faut lui donner du temps. Il faut investir du temps. C'est prendre le temps et trouver l'espace parmi les milliards de choses qu'on fait déjà. Ça, c'est la difficulté la plus importante. Mais je trouve aussi, je suis en train de voir que quand les gens voient que ça a du sens, qu'ils s'amènent quelque part, qui vaut la peine, où il vaut la peine d'aller, ils investissent. Ils s'impliquent. Et donc, ça c'est très intéressant. On peut commencer ces dialogues et aboutir les dialogues avec finalement le rapport institutionnel. Donc, qui peut être présenté au porteur d'intérêt, peut être présenté, c'est peut-être discuté aussi, lui aussi peut être discuté. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est juste pour vous familiariser avec cet instrument que moi je trouve très intéressant. Et sa logique, qui est très peu formalisée, mais qui donne des indications concrètes pour gérer les procès, pourvu qu'on sait déjà que c'est pas un guide où tout est fixé, c'est un guide flexible, adaptable aux situations locales, aux nécessités et aux possibilités locales, et qui peut être modulé de manière personnalisée, je dirais, par rapport à l'institution. Ce rapport institutionnel, je le dis pour ce que l'on va faire, nous, on va utiliser ça comme point de départ après pour développer le plan institutionnel de nos publications. Donc, ça, c'est une autre année qu'on pourra employer sur ça, et pour ça, vous allez trouver ça. Je ne peux pas dire trop parce que je n'ai pas pris confiance avec cet autre instrument, mais c'est l'instrument chef. Donc, je ne sais pas si c'est ici. Tout cela est c'est quelque part dans le site. Donc ça c'est un rapport sur les systèmes nationaux. Bon, il y a plusieurs fois, plusieurs choses. Peut-être c'est quelque part ici. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a, si vous voulez, aussi une suite pour accompagner les institutions pour développer leur propre plan. Ça, c'est Space. En fait, ça, c'est le troisième projet Erasmus qui a été mis en place. C'est pour supporter les professionnels et les académiciens pour community engagement. Et je pense qu'il y a toujours quelques formations ouvertes. Il y a des webinaires, et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est enregistré là, il y a dans YouTube quelques séminaires, quelques webinaires sont enregistrés. Voilà, c'est un peu ça pour vous présenter, vous introduire. J'espère ne vous avoir trop
avec quelque chose de pratique. Ce matin, j'étais un peu dans le nuage, niveau abstrait, je voulais un peu revenir par terre, revenir dans nos institutions pour avoir des instruments concrets pour ramener cette nécessité de situer dans des contextes particuliers notre travail. Bon, j'espère que ça a donné un peu, donc merci donc, chez Adrien pour cette présentation. Au moins, donc, on sait donc, maintenant qu'il y a un outil donc, qui pourra aider donc, les universités ou bien les institutions à faire un état des lieux de l'existence de l'université. Donc, ça pourra aider parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'étapes à suivre, pas mal de questions donc, à répondre. Et pour avoir évidemment un rapport pour définir un plan d'action qui pourra aider donc, l'université à passer à l'étape suivante. Donc, l'outil c'est très important donc, de le connaître. Il faut investir un peu de temps, donc il y aura d'aller choisir le chauffer de nuit. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à le faire. Voilà, et donc maintenant, on passe à l'atelier, donc son internet. Donc je vais commencer un peu pour aider donc Andrea et les experts, donc, et par la suite je leur donne la parole. Donc finalement, on va essayer de se répartir de la façon suivante. Donc table qui contient les décideurs ou bien qui sont proches donc côté décisionnel, d'accord. Une table pour les chercheurs ou bien donc les enseignants ou bien qui sont responsables un peu des centres classés ou bien donc il y a une casquette les lire. Il y a une troisième table bien donc qui contient donc le développement socio-économique, d'accord. Mais je vous parle de deux tables donc décideurs. Je prends deux tables enseignants, chercheurs et aussi donc avec la casquette donc administrative donc générale. Donc voilà. Mais l'important c'est d'avoir cette répartition parce que c'est le principe de l'atelier, c'est l'atelier scénario, c'est d'avoir chaque type d'acteur dans une table. Et demain on va avoir quelques notes de recommandation pour passer demain à notre exercice qui sera donc faire le mixage entre donc, les acteurs pour donner finalement un plan d'action qui sera donc près de la réalité des choses, donc près de l'existence de notre université. Donc c'est le principe. Donc c'est un peu, c'est pas en détail, donc on va avoir les détails avec nos experts. Voilà, donc TAFO, donc PARCOM, essayer de vous répartir dans ce sens-là. Donc voilà. Et on va utiliser les flip charts, donc les stylos pour donc passer. Et donc ça va être expliqué par le chef donc Andrea et voilà, merci. Pas forcément on se connaît là. Pas forcément on se connaît. Pas forcément on se connaît. C'est-à-dire c'est le moment de se connaître. Ah d'accord. Donc voilà. Non, voilà. On n'est pas bien en feu, on va essayer de. Voilà, finalement, on va avoir 5 décideurs, enseignants-chercheurs. Pour faciliter la répartition des groupes. Enseignants-chercheurs, décideurs. Pour les administratifs, pour nos tables, d'accord. Ça pourra être table décideur, table administrative. Ça sera mieux, d'accord. Voilà. Juste pour avoir une idée de combien vous êtes pour chaque groupe, si vous pourriez lever la main, si vous identifiez quelle table décideur ou institutionnel. Décideur institutionnel, qui s'identifie dans ce groupe-là? Vous êtes toute seule? Les décideurs, s'il vous plaît, des outils pour nous aller. Voilà. Donc, voilà, pour savoir, pour avancer dans les décideurs. Donc, les décideurs, donc on pourra avoir deux tables à la table. Donc, une table avec 8 personnes, peut-être. Ça marche? Je prends décideur. Et j'ai une fleur d'arrivée. Derrière, c'est quoi?
انت ادمنستراتيف اجا ما حزينش. Donc, les groupes qui s'identifient à la recherche ou à l'enseignement supérieur, est-ce que vous pourriez lever la main? Voilà. C'est focalisé ici, donc est-ce que vous pouvez donc venir ici si vous voulez. On va faire une table ici pour le groupe recherche et enseignement supérieur. Les groupes monde socio-économique, monde social, est-ce que vous pourriez lever la main? Le monde socio-économique. Donc, donc il y a une idée socio-économique. Est-ce qu'il y a d'autres membres? Association, économique. Bon, pour les étudiants en première, je vais pour le monde socio-économique. Ça marche? نعملوا فيه سوسيو Donc, on a a priori 4 groupes. Je vais vous expliquer le principe de l'atelier scénario qui va se dérouler en 2 temps. Un petit peu d'attention s'il vous plaît. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une méthodologie très très contributive où on va vous demander de... Excusez-moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc, ce qu'on va expérimenter aujourd'hui, c'est un atelier scénario. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'établir des scénarios en 2 temps. Dans un premier temps, je vais avoir du mal. J'ai des consignes à passer, je vais avoir des consignes. C'est bon? Alors, donc cet après-midi, on va travailler sur un exercice un peu difficile, parce qu'on va vous demander d'élaborer un scénario utopique. Utopique, ça veut dire que c'est un scénario où en fait vous n'avez pas de contraintes. C'est un scénario où, si vous avez besoin d'argent, il y en a. Si vous avez besoin d'un terrain politique fertile, il est là. Si vous avez besoin des supports administratifs, ils sont là. Si vous avez besoin du terrain nécessaire, il est là. Et du coup, si vous avez tout à disposition, qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Donc là, c'est un exercice en général compliqué parce qu'on a du mal à mettre de côté les contraintes. Maintenant, c'est pas réaliste sur le point, parce que telle politique impose que ça, ou il faudrait des moyens considérables. Là,
là, je vais vous demander de vous mettre ça de côté. Vraiment, mettez ça au vestiaire. L'objectif, c'est de dire si vous aviez, vraiment, si vous aviez carte blanche, vous aviez tous les moyens de disposition, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Donc c'est un exercice qui, vous allez voir, est assez compliqué parce que finalement, on a du mal à se laisser aller, à développer des visions. Et ça va être un peu frustrant parce qu'à la fin de la journée, vous allez vous dire, oui, d'accord, on a développé un truc qui n'est pas du tout réaliste, c'est comment on avance. Mais l'objectif de cette session, c'est de vous livrer aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de frères qui sont constitués, mais les personnes qui ne sont pas dans le groupe, finalement, vous ne connaissez pas tant que ça. Même peut-être d'entre vous, vous ne connaissez pas forcément tant que ça. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, finalement, je vais co-construire un plan d'action demain, mais avec qui finalement. Donc aujourd'hui, vous allez livrer votre vision à long terme. Alors le thème, c'est le thème de la journée, c'est quelle stratégie pour la troisième mission des universités, et plus particulièrement, quelle forme d'université transformatrice, quelle inclusion sociale. Donc c'est assez large. Si vous voulez le restreindre, ça va être à vous de le faire à travers votre groupe. L'élargir, je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est déjà suffisamment large. Mais ça veut dire qu'aussi, on a bien entendu ce matin qu'il y avait différentes visions de la troisième mission, différentes façons de l'implémenter. Il faudra en tenir compte, ça sera des choix à faire dans votre définition de la troisième mission et de ce que ça revêt, de ce que ça peut comporter comme difficulté, comme potentialité. Donc vous allez avoir 1h15, ce qui est très court aussi. Pour d'une part, si vous connaissez bien, je pourrais faire un tour de table très bref. Si vraiment il y a des personnes qui ne se connaissent pas, profitez-en pour vous présenter, mais vraiment très brièvement, parce qu'une heure et quart, ça va passer très vite. Et l'objectif, c'est de remplir une feuille de paperboard et sans format. À nouveau, il n'y a pas de contrainte, il n'y a même pas de contrainte de format. L'idée, c'est si vous voulez faire des flèches dans tous les sens, vous faites des flèches dans tous les sens. Si vous voulez faire un tableau, croisé, tout ça, vous faites un tableau. Si vous voulez avoir un truc un peu plus conceptuel, un peu plus créatif, c'est à vous de voir. Donc je vous expliquerai les méthodes demain, mais on ne restera pas sur cette vision. L'objectif, c'est à partir de différentes visions, on travaillera ce soir après l'atelier pour voir ce qui est convergent. Ça ne veut pas dire des points sur lesquels vous êtes d'accord, ça veut dire des sujets qui vous intéressent et qui sont communs. Ça veut pas dire que vous avez la même façon de les aborder, ni un accord pour aller dans la même direction. Mais en tout cas, c'est des préoccupations communes. Donc nous, on fera ce travail de recensement de mots-clés qui semblent vous intéresser, et demain, on vous proposera de travailler de façon très pratique sur ces mots-clés. Alors je vous donne quelques mots-clés, mais je ne les connais pas pour acquis, parce que ça varie vraiment selon les ateliers scénarios, mais ça peut être la gouvernance, ça peut être la diffusion, ça peut être le support, ça peut être les moyens, ça peut être des choses de ce type-là, ça peut être la déontologie. Bref, c'est des mots-clés que je revois souvent dans les ateliers scénarios, mais en fait, je ne suis pas capable de deviner aujourd'hui ceux que vous mettrez en avant. Donc là, ce travail-là, on va essayer d'identifier des mots-clés qu'on proposera demain, qu'on discutera ensemble de façon à avoir une liste qui est validée par l'ensemble du groupe. Et demain, on va vous faire travailler en groupe mixte. C'est-à-dire que là, vous ne serez plus entre pairs, mais vous allez vous confronter avec des personnes qui ont des visions différentes. Et il faudra cette fois-ci élaborer un scénario pragmatique. Donc, là, les contraintes vont revenir. Les moyens, la politique qui est pas en place, les vraies compréhensions des enjeux. Donc, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec les acteurs qui nous ont donné ces visions et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos moyens mobilisables à court terme ou mobilisables à condition d'eux. Donc, je vous expliquerai plus en détail ce qu'on attend de vous dans cette deuxième phase, mais l'objectif après cette deuxième phase, c'est d'identifier des actions très concrètes pour lesquelles vous êtes en capacité de contribuer, d'une façon ou d'une autre, pas forcément de la porter dans son intégralité, mais d'y contribuer. Et on verra, ensuite on aura une discussion pour voir parmi toutes ces actions, celles qui vous semblent prioritaires, qui vous semblent réalistes, qui vous semblent appropriables et sur lesquelles vous voulez commencer à mettre en place des groupes de travail. Et après, ça sera dans vos mains pour voir comment ces groupes de travail évoluent et produisent des résultats escomptés. Mais autant qu'aujourd'hui, on va travailler sur une vision à long terme, c'est-à-dire on se place dans 10 ans, en 2035, en fait, quelle sera une université transformatrice qui procure de l'inclusion sociale dans le cadre de sa troisième mission. Demain, enfin, très court terme, c'est on a un plan d'action, quelles sont les toutes premières étapes de ce plan d'action qui vont impulser la dynamique pour aller en direction plus ou moins des visions que vous avez proposées aujourd'hui. Donc ça va être, je dis, c'est pas évident de démarrer, de commencer à trouver quelque chose de commun. Je vous proposerai peut-être une phase de brainstorming d'une trentaine de minutes, mais rapidement accordez-vous sur une ou deux ou trois directions qui vous semblent préférables et développer cette vision de ce que vous avez envie de constituer, de créer, et oubliez vraiment les contraintes. Ça va être ça la principale difficulté. Si vous entendez quelqu'un dire de violence, en fait, machin va être d'accord, il va être d'accord. Aujourd'hui, il va être d'accord. Demain, il ne sera pas d'accord. Aujourd'hui, cet après-midi, il va être d'accord. Donc, on va passer dans l'étape pour voir où vous en êtes, si c'est plus ou moins fluide. Je vous invite vraiment à essayer aussi de ne pas surinterpréter ou de ne pas interpréter la parole de l'autre. Si quelque chose n'est pas clair, reformulez ou demandez de
sûr de ne pas partir dans une direction qui finalement ne colle pas avec ce que la personne juste avant vient de dire. Donc, profitez de ce moment-là pour éclaircir les propos que vous pourriez avoir avec vos partenaires. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de vous rappeler ce qui s'est dit ce matin. Parce que la posture qu'on a eue André et moi, c'était une posture un peu provocatrice, en essayant de mettre un peu les pieds dans le plat, en proposant des choses qui sont peut-être un peu radicales. Donc ça peut être intéressant de vous positionner par rapport à ce qui a été proposé, soit pendant nos interventions, soit pendant le panel. Et voir s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de vous accrocher, qui pourraient vous permettre de démarrer avec ça. Par exemple, quelqu'un pourra faire une proposition. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si ça accroche, on peut démarrer là-dessus. Si ça n'accroche pas, on peut tenter autre chose. Et c'était un peu l'ambition ce matin, c'est que j'ai apporté un peu d'informations, on fait notre expérience, mais aussi vous proposer des choses qui vous désaxent un peu et sur lesquelles vous ayez envie de réagir, positivement ou négativement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien de temps? On finit à 17h, cette phase-là. Ensuite, il y aura une autre chose importante. Nommer parmi vous quelqu'un qui va restituer, qui va en fait lire le poster, donc qui va expliquer ce qui aura été indiqué sur le poster. Et donc vous allez avoir une seule page, donc c'est pareil, ça c'est la seule contrainte en fait, c'est qu'une seule page. Donc, pour reprendre la question générale, on se situe dans le cadre de la troisième émission, et comme vous l'avez vu, c'est un contour flou, c'est une définition qui n'est pas stabilisée et qui n'est pas imprégnée des mêmes objectifs en fonction des acteurs. Donc, cette troisième mission, ce n'est pas la recherche, ou alors c'est une façon de faire de la recherche, ce n'est pas l'enseignement supérieur, voilà, c'est une façon de faire de l'enseignement supérieur, mais c'est comment le monde académique interagit avec son environnement socio-économique, sociétal, associatif, comment les étudiants sont mobilisés à travers ça. Donc ça peut être un peu de tout ça, mais c'est aussi à vous de déterminer ce qui vous semble le plus important. On n'aurait pas le temps en une heure et quart de faire le tour de la question. Choisissez vraiment un prisme qui vous paraît fondamental, qui pourrait être la pierre d'angle d'un édifice qui sera ensuite à compléter d'autres briques. Essayez de définir ce qui vous semble le plus central en fait dans cette troisième mission. Quelles sont les interactions et comment permettre à l'université de mieux se situer dans son environnement, dans la société, avec des passerelles bidirectionnelles. Maintenant, c'est dans vos mains. Ça dépend de votre perception de notre émission telle qu'elle devrait être, pas telle qu'elle est, parce qu'on ne sait pas vraiment en fait. Bon, là, si vous permettez, donc je vais intervenir juste. Donc, pour simplifier un peu l'exercice, est-ce qu'on pourra dire, donc chaque groupe doit répondre à une question, quelles sont les interactions qui, dans l'université LEP, donc avec son monde socio-économique, c'est ça. Voilà. Donc, comment vous voyez donc, la troisième mission de l'université, donc chacun va donner son point de vue. Est-ce qu'il y a des volets donc, à bien justement la réponse? Aujourd'hui, c'est définir une priorité, peut-être deux priorités si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une seule, il y en a peut-être deux fondamentales. Et à partir de cette priorité, construisez les arguments, voilà. Oui, voilà. Essayez de définir donc priorité donc d'après votre position dans l'université, donc au niveau de l'enseignement supérieur, du système de l'enseignement supérieur. Essayez de définir donc c'est quoi les grands points, donc les priorités que vous voyez donc pertinents, voilà, qui définissent la troisième mission de l'université. Donc voilà. Voilà. Donc essayez de faire un benchmarking ensemble, de discuter ensemble, voilà, et voilà, on pourra avoir par la suite donc, la réponse. Et Glenn et Andrea pourront par la suite passer sous les tables pour voir est-ce que vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Et ce que je vous demanderais, c'est on termine à 17h, à 16h15, 16h30, ça serait bien de commencer à remplir la feuille. Ça va passer vite. On va essayer de définir les éléments de la stratégie de la troisième mission. Donc ce n'est pas seulement une question avec quelques priorités. C'est pratiquement, on va essayer ça dépend de vos ambitions. Donner forme à une stratégie, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de démarrer? Pour nous, ça va être le monde industriel. Donc, comment l'entreprise va interagir
avec son environnement et en particulier l'université. C'est ça. Donc c'est ça. Donc on va voir comment nous on crée des liens pour soit résoudre nos problèmes au niveau de l'industrie. C'est votre ambition. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va vous donner des feuilles, donc les questions. La compétition, on va aller sur un scénario utopique et des idées de fiction. On va s'explorer, on va proposer d'autres choses. La deuxième proposition, c'est de révéler ce qu'on est en train de faire et de définir comment on définit la transition en tant qu'université. Ça va un peu plus C'est dans l'objectif, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on souhaite faire comme priorité. En fait, ça va avec, c'est-à-dire la vision que vous allez développer, une vision stratégique et une vision utopique, c'est-à-dire à la fois vers quoi vous pouvez aller et pourquoi vous voulez y aller. Demain, les normes informatiques. Aujourd'hui, c'est si vous avez tous les moyens d'expédition, quelle est la direction, vers quoi vous voulez aller. Et donc, pensez. J'ai juste une question à propos des priorités par rapport aux étudiants, par rapport même à nos équipes de recherche. Parce que j'ai un point intéressant, peut-être important à nous en tant qu'enseignants de mission. Donc la valorisation des acquis, de nos acquis, et comment on peut les valoriser par rapport à d'autres métiers, à part des actes scientifiques, à part la valorisation scientifique et les métiers, les recherches de valorisation de nos acquis, de nous, en tant que nous, enseignants-chercheurs, pour pouvoir transmettre notre savoir à part l'enseignement et la recherche. Je vais répondre un peu à côté, c'est aussi à vous de décider. Si vous considérez que c'est une priorité, c'est votre priorité. En fait, c'est pour ça qu'on vous a mis en groupe de pair, c'est pour essayer de faire un consensus entre vous et une direction à prendre. Ça peut être ça, c'est la deuxième. Je voudrais juste de penser à nommer quelqu'un qui fera la restitution. C'est pas mal que la personne soit formée pas trop vers la fin, pour que ça va être l'idée qui pourra rester. C'est très simple à faire, ça sera bien. On essaye de faire le mieux. Manoba.
Aujourd'hui, aucune c'est les universités. Et puis ça, c'est une première direction. Le déploiement. À la même intensité. Vous avez J'ai répondu à
le quotidien, la réalité. الدرايفر بتاعك L'université, dans le cadre de sa 3e mission, comme c'était déclaré donc, dans le titre, une université transformatrice, on est parti de là, et inclusion donc, sociale, donc, qui joue bien évidemment son rôle dans l'inclusion donc, sociale. Avant tout, une université engagée. Là, donc, monsieur l'expert a bien parlé de l'engagement. On parle de community engagement, c'est très important. Donc ça c'est le mot-clé. Une université donc entrepreneuriale, à travers donc, le fait de généraliser l'accréditation en entrepreneuriat pour toutes les universités donc, tunisiennes. Bien évidemment, nous avons une belle expérience avec l'université de la Manouba qui a eu donc, son accréditation. Certainement, avec l'appui, toujours il faut avoir de l'expertise technique, etc. Et donc de l'accompagnement. La formation des formateurs aussi, dans tout un programme qui a été lancé 2 années donc, en arrière. On comprendre l'entreprise, c'est un programme international, je dis bien régional, peut-être bien aussi, qui est appliqué dans 55 pays, et Dieu merci, grâce à l'organisation internationale, que la Tunisie fait partie aussi de ce programme, comprendre l'entreprise. On a formé aux alentours de 200 enseignants qui devient formateur. Il va former ses collègues pour enseigner cette compétence transversale en entrepreneurial pour les étudiants. Donc pour tous les programmes de licence, de spécialités confondues, de master et des études aussi d'ingénieur. C'est un programme structurel, d'impact certainement, de fort impact par la suite. Donc le programme clé, la généralisation comme j'ai dit, donc l'institutionnalisation des centres de carrière et de certification des compétences et des pôles étudiants entrepreneurs, malheureusement de structures qui se trouvent, mais malheureusement qui n'ont pas doté d'une autonomie administrative et financière, qui entravent par la suite ces missions et sa vraie valeur, et aussi pour résoudre en quelque sorte cette question de bénévolat qui a été évoquée lors du panel par les panélistes. Certainement, il faut bien deux textes juridiques pour la création et pour déclarer l'existence de ces instances en tant que de structures juridiques. Une université citoyenne, donc on a dit que l'université ne forme pas l'étudiant, mais elle forme un citoyen. Donc un citoyen qui fait partie intégrante de la société. L'étudiant doit être considéré comme le centre du système de l'enseignement supérieur. Tout le système tourne autour de l'étudiant, quel que soit les programmes, les approches. Donc il faut partir de l'étudiant vers l'étudiant, former donc un étudiant citoyen, l'ancrage dans le monde sociétal, l'ancrage de l'université et de l'établissement dans la société, par le fait de renforcer le tissu associatif, certainement à travers les mécanismes conventionnels, multiplier les conventions avec les associations, et aussi encourager les jeunes à adhérer à des associations. Donc à travers les associations, les réseaux alumni aussi, donc pour les diplômés, parce que ça fait partie aussi le fait d'avoir une relation avec les diplômés, ça aide beaucoup les étudiants qui sont en cours, qui sont en
besoins environnementaux. Ça, c'est très important. Ça colle directement avec les priorités nationales et internationales de développement, comme vous le savez. Je prends par exemple les changements climatiques. Donc, vous êtes très vous êtes au courant de ce qui se passe de nos jours, surtout les accidents, les derniers accidents à travers dans le monde. L'accompagnement des étudiants, des étudiants pour monter les projets environnementaux. Voilà. Donc, ça, c'est la durabilité. Durabilité, une université qui pense aux enjeux environnementaux et aux objectifs de développement durable de façon générale. Université numérique. Donc, la transversalité des compétences digitales, là, il ne faut pas écarter n'importe quel domaine d'avoir cette opportunité d'être formé pour des compétences digitales. Certainement, ça ne va pas être du même niveau. Je ne vais pas former quelqu'un de sciences humaines, par exemple, de la même manière que je forme un informaticien. Donc, à des degrés différents, mais ça doit figurer dans les offres de formation comme des compétences transversales. La certification des compétences numériques dans un programme stratégique à travers les centres de carrière et de certification de compétences. Donc, il faut un programme qui émane même du ministère et qui doit être appliqué au niveau de toutes les universités, au niveau de tous les établissements d'enseignement universitaire pour doter les étudiants des compétences numériques. Dieu merci, nous avons une belle expérience à travers la gratuité. On a bénéficié des vouchers, on a consommé aux alentours de 8000 vouchers à travers une convention signée entre le ministère de l'enseignement supérieur et la boîte Microsoft, facilitée par Smart Future. Donc, on a bénéficié à ce que des étudiants ils vont bénéficier de cette formation gratuite qu'il faut bien multiplier. La création de plateformes interactives entre les étudiants, les enseignants, les administratifs, les professionnels et les citoyens. Et là, j'attire l'attention sur l'importance de bénéficier ou profiter des plateformes numériques pour faciliter l'information. Il faut que l'information circule entre les différentes parties prenantes du système. Donc, les plateformes, l'importance des plateformes, c'est le fait de faciliter l'information aussi l'accessibilité, disons, de l'information, ça c'est très important. Et la démocratisation aussi. La numérisation des services offerts par l'université aussi aux citoyens. Donc il faut que tous les services se transforment en des services numériques. Certainement, on a quelques acquis, on a quelques atouts, on a plusieurs plateformes. Dieu merci, nous sommes en train de développer un système d'information interopérable entre les différentes plateformes qui existent déjà, communicantes, pour faciliter la circulation de l'information et l'accessibilité de cette information. Oui, un système d'information intégré. Voilà, et je finis par ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions de clarification? Pour rappel, on ne va pas juger ni commenter les différentes visions. L'idée, c'est d'être bien au clair sur ce qui a été présenté. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous sont parues peut-être moins claires que d'autres? Sinon, on passe à la deuxième présentation. Merci. J'ai une question. Alors, j'aimerais bien comprendre ce que Madame Kauf, qu'est-ce qu'elle voulait dire par je ne vais pas former un étudiant en sciences humaines comme un étudiant en informatique. Voilà, et j'aimerais bien comprendre la classification de l'étudiant en sciences humaines et l'étudiant en informatique. Voilà. Tout d'abord, je fais partie, Madame Gélier, du domaine des sciences humaines. Je suis juriste, donc je suis par lettre de formation scientifique, donc j'écris de la poésie, voilà, ça c'est ma casquette. Et qu'est-ce que j'ai entendu dire le fait moi j'ai parlé de la généralisation des compétences digitales pour tous les étudiants. Cette compétence digitale, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc pour les sciences humaines, il faut bien adapter la compétence
compétences, madame, digitales au profit de l'étudiant. Donc, un étudiant de la filière informatique, un élève ingénieur, il est très avancé. Je ne peux pas donc prendre le même programme et appliquer le même programme de formation, contenu, je parle de contenu, à par exemple un bachelier de lettres, je dis n'importe quoi, qui a une licence de géographie ou de sciences sociales ou même de droit. Vous voyez, je n'ai pas dit ça à ce que je dévalorise les sciences humaines. Au contraire, je suis vous avez fait oui. Un étudiant en... Il n'y a pas de différence entre tous les étudiants. Je sais, bien sûr, je n'ai pas fait de différence. Moi, je parle des compétences digitales, madame. Pourrais-je intervenir? Pourrais-je intervenir? Je vous propose de ne pas avoir de débat pour l'instant, parce que ça reste malgré tout un détail, et là on n'est pas dans l'opérationnel. Donc si demain on revient sur la question, là vous aurez à argumenter et à définir une position, mais pas ce soir. Alors, nous, notre projet, la troisième mission de l'université, c'est le projet alternance. Alors, pourquoi alternance? Bon, c'est que je me présente si c'est grave, notre vice-président. On est maître de conférence à l'Université de Tunis, l'ESSEC de Tunis, et également directrice du pôle étudiant-entrepreneur de l'Université de Tunis. Donc, alors pourquoi alternance? Parce que nous, on croit que tous les agents qui interviennent, tous les acteurs de l'université doivent avoir cette casquette d'alternance. Donc, ils doivent être mobiles dans les différentes structures ou bien les différentes missions de l'université. Je parle de la mission formation, recherche et aussi la troisième mission. Alors pour nous, l'université, selon cette vision, donc pour nous c'est une réelle vision qu'on doit adopter d'ici 10 ans. Et donc l'université, notre université doit être entrepreneuriale, innovante, durable, inclusive, responsable et connectée. Alors l'entrepreneuriat, elle se manifeste à travers la prise de risque, que ce soit par le staff administratif, par les enseignants-chercheurs et également par nos étudiants, que ce soit à travers des clubs ou à travers n'importe quelle organisation estudiantine. Le partenariat, bien sûr, doit être participatif. Et vous savez que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, donc on a bien sûr dans nos différentes universités les pôles, on travaille en étroite collaboration avec l'écosystème d'innovation d'entrepreneuriat. Alors concernant l'innovation, bien sûr, l'axe valorisation de la recherche très important, collaboration avec l'industrie, avec donc la création, que ce soit des chercheurs qui créent leur propre spin-off, donc on voudrait avoir dans un monde idéal, puisqu'on est dans un monde idéal, donc il y aura des créations de start-up de la part des étudiants, mais également des chercheurs enseignants. L'open innovation, pour nous, c'est vraiment très important parce qu'elle va répondre aux besoins, cette stratégie va répondre aux besoins des territoires, du local, mais également aux besoins de la communauté, d'entreprises, de confédérations d'entreprises, de syndicats d'entreprises, des besoins en termes d'innovation, des besoins en termes de résolution de problèmes technologiques, et également d'intervention dans les différentes phases de la recherche, de la R&D, mais également de la création de produits, de la création de marchés. Ça a très bien marché aux États-Unis avant, donc je crois que la Tunisie, notre rêve, on a rêvé tout à l'heure autour de la table, notre rêve c'est que nos universités tunisiennes ressemblent à des universités américaines qui ont beaucoup de facilité, que ce soit en termes de réalisation de leurs projets d'innovation, de création de choses innovantes qui n'existaient pas avant, telles que aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, donc c'est les États-Unis qui étaient les précurseurs dans ce domaine, mais également on pense aussi à des petits pays, des grands pays, comme la Suisse aujourd'hui qui est classée numéro 1 en matière d'innovation. Donc on peut le faire, on croit que notre petit pays peut le faire à travers donc, toutes les compétences qui existent à l'université. Donc on rêve. Donc les pôles étudiants entrepreneurs et les incubateurs pour nous aider à réaliser donc, cet objectif. Alors bien entendu, notre université, lorsqu'on parle d'alternance, on parle aussi d'une vision
acteurs dans les universités doivent avoir un engagement durable. Comment ceci peut se faire à travers le changement des comportements en termes de pérennité et d'engagement de tous les acteurs pour rendre nos universités, pour que nos universités s'engagent dans des objectifs de développement durable, qu'on va choisir, pas tous les objectifs, mais on va choisir des objectifs spécifiques. Alors, concernant l'inclusion, alors pour nous, d'abord on a pensé aux personnes à besoins spécifiques qui sont un peu peut-être mal accueillies dans nos universités. Et donc on pense qu'en accord avec le monde socio-économique, on pourra mieux intégrer et permettre à ces personnes d'avoir un meilleur accès à l'université, mais également au monde socio-économique. Alors l'inclusion aussi, elle peut être aussi sociale. Alors concernant la responsabilité, donc nos universités doivent être bien sûr autonomes. On ne peut pas parler de redevabilité sans que l'université soit autonome, donc c'est un rêve pour nous aujourd'hui. On a, je crois que même en collaboration avec l'écosystème d'innovation d'entrepreneuriat, on bute aujourd'hui sur ça, donc c'est-à-dire que l'autonomie, elle va nous permettre aussi de faciliter la redevabilité et d'avoir un environnement beaucoup plus attractif au sein des universités. Alors on a ajouté bien sûr la dimension réseau, donc nos universités doivent travailler en réseau. On a parlé de partenariat participatif, c'est très important de travailler en collaboration étroite avec l'écosystème local, territorial des universités, si bien entendu les acteurs de l'écosystème coopèrent de façon efficace avec nous. Donc bien sûr, lorsqu'on parle connexion, on parle également de l'ouverture sur le monde, l'ouverture à l'international, de l'internationalisation de nos universités, la mobilité des étudiants internationaux, l'intégration de ces étudiants, meilleure vie estudiantine des étudiants internationaux. Et également, on doit aussi avoir cette veille technologique, cette veille économique, pour justement l'interrelier avec tout ce qui est valorisation de la recherche, avec tout ce qui est respect et pérennité de nos projets en développement durable, et également parler de meilleur accès, de meilleure intégration des personnes handicapées, des pauvres, etc., des étudiants à besoins spécifiques, mais également on va garder toute cette dimension entrepreneuriale. Et on insiste sur la nécessité d'avoir cette vision alternance, parce qu'on pense que les entreprises, le monde socio-économique, il peut intervenir de façon beaucoup plus institutionnelle dans nos formations, à travers par exemple la création de co-diplômes, de co-construction de licence, de co-construction de master, avec des formations en alternance. Et ça, je crois, ça a été déjà fait dans certaines universités à l'étranger. À travers ce benchmark, on pourra réussir ce pari. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation? Pareil, je vois une question de clarification. Non, tout était clair. Je vous propose de passer à la troisième table. Qui d'entre vous était nommé pour faire la restitution? Merci d'abord à tous les participants pour le groupe des décideurs. Le premier tour de table a fait sortir ce schéma avec des mots-clés. Puis on a essayé d'organiser toutes ces idées-là et de déchiffrer. Donc nos chers experts, ce draft-là, en s'amusant entre nous, sera gratuit pour vous. Le reste, c'est payant. Alors, donc finalement, on a sorti 5 axes stratégiques. On a parlé des acteurs clés pour que l'université puisse assurer ces missions-là, cette troisième mission. Il faudrait aussi des leviers, et on a même, sans approfondir donc l'idée, pensé au process permettant bien sûr la mise en place de
ces plans d'action autour des axes stratégiques. Alors, le groupe était formé de décideurs venant de différentes universités, différentes expériences, des vice-présidents, d'anciens ministres, d'anciens chefs de cabinet, directeurs généraux, et on a finalement convergé vers les axes suivants. Le premier axe stratégique qui ressort pour que l'université puisse pleinement jouer cette troisième mission, c'est l'employabilité. Sous l'employabilité, on peut mettre tout ce qui est promotion de la culture entrepreneuriale, on peut mettre les efforts faits en termes de certification des étudiants, le travail qui a été fait par le 4C, qui a été bien décrit par Kauthar, l'ouverture et les événements faits avec les salons, les forums, donc avec le monde socio-économique, les salons d'entreprise, etc. Le deuxième axe stratégique sur lequel les universités peuvent miser, c'est les formations innovantes, si j'utilise le terme de Madame Sharfi, c'est les métiers de demain. En fait, il faut avoir la capacité d'anticiper même le besoin des différents acteurs du monde socio-économique et proposer des formes. Ma collègue aussi de l'université de Monastir avait parlé de l'expérience de co-construction. On peut parler aussi de l'expérience peu encore timide en Tunisie par l'alternance aussi, qui met un lien fort et une interactivité plus prononcée entre l'université et l'acteur socio-économique ou l'employeur. Le troisième axe, c'est la recherche responsable. On a longtemps hésité. On a parlé de transfert technologique, on a parlé de recherche appliquée et on a fini par adopter l'axe recherche responsable. C'est comment la recherche serait au service de la société et que les sujets de recherche soient puisés de la réalité, déjà des problématiques vécues, et que par la suite il y ait aussi de la valorisation et des résultats de la recherche. Cette recherche aussi fera intervenir tous les acteurs clés qui seront bien sûr intéressés par la problématique. Le quatrième axe, c'est la formation tout au long de la vie. Comment l'université, elle doit jouer un rôle aussi, pas uniquement pour les clients classiques, les étudiants bacheliers qui vont rester 3-5 ans après diplômés, mais aussi être un acteur clé de la société pour assurer des formations tout au long de la vie, par exemple pour des besoins de reconversion, pour des formations spécifiques pour un métier particulier, etc. Tout ce rôle-là est aussi important pour que ça soit un lieu de savoir partagé avec différents. Là, on va utiliser plutôt, si on se réfère à la norme ISO 21001, des apprenants. Ils couvrent des acteurs, pas uniquement les étudiants, mais d'autres catégories. Donc, de personnes qui peuvent, sur les lieux de l'université, trouver l'offre de formation adéquate, que ce soit formation initiale ou formation continue. Alors, le cinquième axe stratégique qu'on a proposé, c'est le fait que l'université soit active et tienne compte des enjeux de développement durable, les enjeux économiques, environnementaux, de sécurité sanitaire, etc. et soit un réel acteur. Et le meilleur exemple qu'on a cité ce matin et tout à l'heure aussi, c'est la crise Covid, qui a finalement permis à la société de faire face à cette crise-là, chaque pays ou chaque environnement à sa manière. Comment l'université, les organismes de recherche ont mis à la disposition de la société tous les outils, tout leur savoir-faire, toutes les compétences pour faire face à ce défi-là sanitaire qui finalement était inattendu et a surpris tout le monde et avait un impact très important sur la vie sociale. Alors, les acteurs, pour mener en place cette stratégie-là avec ces différents axes, ça ressort du vécu, donc des personnes qui
élargi avec des centaines d'acteurs. C'est pour ça qu'il y avait des personnes de l'Institut Pasteur, on trouve les hôpitaux, des acteurs du monde socio-économique. Si on est du domaine de la gestion, donc il y aura des professionnels, des entreprises, mais il y a aussi les étudiants d'une manière générale, les centres de carrière, les clubs des étudiants, la communauté d'une manière générale. On retrouve aussi l'environnement, là on parle d'environnement naturel, d'une manière générale, la société. Donc tous ces acteurs-là peuvent être considérés comme les parties prenantes de cette stratégie-là. Et chaque université doit définir, c'est très important, voire même faire une cartographie de ces acteurs-là. Il y a même des stratégies pour classer ces groupes d'acteurs, donc principaux, acteurs saillants, acteurs secondaires, etc. Par la suite, ça pourrait être approfondi pour une meilleure. On a parlé de redevabilité, on a parlé de réactivité et l'identification de ces acteurs est très importante donc à ce stade. Alors les leviers, c'est des mécanismes qui permettent d'améliorer l'efficacité, la performance, qui vont aider en fait. On a parlé du travail en commun, de la nécessité. Ce genre de projet ne réussissent qu'avec une participation, une approche participative. On a parlé aussi de la spécialisation. Certains ont dit que les universités doivent travailler sur les axes sur lesquels ils sont forts, elles sont fortes. Là, on en manque. Toutes nos universités veulent faire ouvrir tous les domaines. Et finalement, ils ne sont bons ou ne se distinguent en aucun domaine. Donc, il faut réfléchir. Donc, les nouvelles tendances, c'est la spécialisation. Il faut s'identifier dans un domaine et se faire connaître dans un domaine. C'est mieux que de couvrir tous les domaines sans avoir cette teinte aux couleurs. On la rejoint. C'est très lié à la territorialité. Donc, les régions ont des atouts, donc ont des formations qui sont plus importantes où il y a un besoin. Et là, on reprend l'idée de C. Abdelmoutalab par rapport à la région de Gabès, du sud, des besoins de cette région, les zones touristiques, la capitale, donc ils n'ont pas le même ancrage territorial et ça doit être plus marquant. Il faudrait beaucoup de souplesse aussi dans les réactivités, donc ce genre. Donc quand on met un plan d'action dans ce sens-là, j'imagine mal, on a imaginé mal de passer par des processus bureaucratiques d'autorisation pour faire un événement, voilà, pour se faire payer une action, etc. Donc il faut beaucoup de souplesse. Il faut un engagement mutuel des différentes parties, de la valorisation aussi de ces efforts-là, et on en a parlé ce matin. La composante sciences ouvertes aussi pourrait être un levier très important pour la réalisation de ces objectifs et l'éthique. Ça, c'est pour les leviers. Et alors, on est allé jusqu'à proposer un processus qui pourrait peut-être servir pour demain, pour chaque axe, donc un processus par lequel on va passer pour pouvoir réellement proposer un plan d'action. Commencer, par exemple, si on parle du premier axe, lié à l'employabilité ou l'entrepreneuriat, faire le diagnostic, analyse SWOT ou autre, l'enquête, etc. Ce qui va, ce qui ne va pas, point fort, point faible, etc. Sortir avec un état des lieux et par la suite proposer un plan d'action. Un plan d'action qui va nécessiter des moyens humains, matériels, des mécanismes, etc. Et par la suite, au final, évaluer l'efficacité de ces actions réalisées pour pouvoir, par la suite, bien sûr, c'est un cycle ouvert pour pouvoir s'améliorer et par la suite proposer un nouvel plan d'action qui tient compte de ce qu'on a réalisé et pouvoir se projeter dans 3 ans, voilà, dans 5 ans. J'espère que j'étais fidèle à ce qu'on a planifié, dit et rapporté dans ce compte rendu. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, clarifications?
c'est la quatrième présentation qui a un réel effort, parce qu'on est parti de 5 posters, et vous avez réussi à aboutir à un seul, et ça c'est impressionnant. Alors, oui, ok. Ouf, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Bon, ok, donc nous, notre approche c'était plus du brainstorming. Okay? Donc tout le monde s'exprimait de sa façon, de ce que c'est finalement, parce que la thématique principale c'est éventuellement une stratégie d'une université transformative et inclusive socialement en 2035. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on s'est demandé d'abord qu'est-ce que ça signifie, puis on est rentré un petit peu qu'est-ce que ça prend, okay, en quelque sorte. Ok, donc on a commencé par cette société. C'est quoi cette université, ok, université transformative, inclusive en 2035, qui transformative pour la société. Donc son impact d'abord et avant tout sociétal. Cette société qui est donc l'impact de notre université 2035 sur la société, c'est sur le plan économique, sur le plan de bien-être des citoyens. Donc on va toucher le bien-être, vu que cette université a un impact majeur et avant tout sur le bien-être du citoyen. Puis le bien-être dans sa dimension économique, dimension culturelle, épanouissement sur tous les plans du citoyen. Une société qui adopte l'innovation, okay, et surtout l'innovation locale, parce que on se rappelle, on le sait tous que du point de vue, la Tunisie, du point de vue production scientifique, on est dans les top 10 au niveau mondial, per capita, okay, par rapport à la population, mais on est malheureusement dans les 120 à peu près, 120e pays, okay, de point de vue adoption des résultats de recherche dans notre société. Donc réellement, on a un gap énorme à remonter par rapport à aujourd'hui. Okay? Notre recherche, nos efforts de recherche aient un impact dans la société. On est très loin. On souhaite qu'en 2035, finalement, nos efforts de recherche, etc., aient un transfert réel avec un impact réel. Maintenant, également dans la société, c'est les deux vecteurs, les deux leviers, grands leviers de l'enseignement et de la recherche. L'enseignement aujourd'hui, notre formation, il y a un diplômé sur 3 qui ne trouve pas d'emploi. Un diplômé sur 3. Donc réellement, notre vecteur, notre mission, première mission qui est la formation, non plus n'est pas si bonne que ça. Donc elle a un gap à remonter. Donc ce tiers aujourd'hui, en 2035, si on réussit à avoir cette mission-là, donc on va se trouver à mesurer l'employabilité du diplômé et éventuellement on aime bien que nos employés, nos diplômés se trouvent directement impliqués, intégrés dans la société, dans le développement économique, sociétal, etc. Donc c'est ça notre compréhension en quelque sorte d'une université qui est transformative. Il y a l'aspect inclusif. Inclusif, donc, on l'a touché de plusieurs manières. Donc, une université qui est inclusive, pour que ça soit inclusif, on le comprend tel que inclusif pour les membres de la société, tous les citoyens, tous ces citoyens, les citoyens. Ok. Donc, inclusif, donc, ça nous prend une université de proximité. Et je reviens toujours que nos universités, nous avons des gouvernorats complets, au moins une dizaine de gouvernorats, ils ne sont pas couverts par des universités, donc ils sont annexés à des universités qui sont localisées dans d'autres gouvernorats. Okay. Donc nous avons des régions complètes en Tunisie qui ne sont pas adressées par des universités. Dans le meilleur des cas, tu dois trouver un établissement ou deux, et un établissement ou deux qui est complètement dirigé ou sous la tutelle d'une université qui existe ailleurs. Donc c'est loin de se préoccuper des besoins locaux. Donc comment avoir un impact local alors que l'institution universitaire elle est rattachée ailleurs. Okay. Donc cette problématique qui se trouve dans la carte universitaire, je sais, nous sommes les enfants de ce secteur d'enseignement supérieur, et nous savons
très bien que la carte universitaire, l'enjeu de la carte universitaire, c'est à nous, c'est le cumul de plusieurs politiques, de plusieurs décennies, mais on croit que nous sommes convaincus, si on veut atteindre ça, c'est un des enjeux qu'il faut remettre sur la table. Et donc la carte universitaire, l'accessibilité, donc l'inclusivité, ça veut dire le pauvre, etc., toutes les franges de la société, tous les niveaux les capacités financières des parents, etc., ils doivent avoir, il faut mettre le nécessaire pour que l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur soit accessible à ces gens-là. On observe aujourd'hui l'émergence. Nous avons l'université publique d'un côté, nous avons l'université privée de l'autre côté. Est-ce que notre système aujourd'hui il est inclusif alors que dans un système privé avec 10 moyennes en bac, il peut devenir un des meilleurs ingénieurs, alors que dans l'université publique, il doit se battre, il doit être parmi les meilleurs des meilleurs. Donc là, il doit être résilient, résistant, robuste, je ne sais pas quoi, pour dépasser tous les concours et réussir à avoir sa place. Donc, est-ce que c'est inclusif notre système aujourd'hui? Non, les mesures, concrètement, ne sont pas si inclusives que ça. Et si on veut être en 2035 inclusif, ça veut dire qu'on doit soigner en quelque sorte ces bobos-là ou ces blessures-là. La parité homme-femme aussi, ça rentre dans l'inclusivité et nous sommes tous les jours fiers que 2/3 en tout cas moi c'est ma conviction que j'ai partagée avec les collègues, il me semble qu'ils ont accepté cette interprétation-là. Moi je ne la sens pas comme une fierté. Je suis très fier que la femme prend sa place et nos filles prennent sa place dans la société, mais je ressens aussi qu'il y a un décrochage scolaire chez les garçons, et c'est ça qui donne le résultat. Le résultat qui en réalité, on a un problème de parité chez nous en Tunisie. On a un problème de parité, mais c'est une parité inversée en réalité. Si ce constat-là était en Europe ou dans les pays supposés être un peu plus développés, ils ne vont pas être fiers de ça, ils vont dire on a un problème, on doit le soigner. Donc nous, on a plus de filles, moins de garçons, tant mieux pour les filles, mais c'est malheureux pour les garçons, il faut étudier le phénomène, il faut mettre des plans d'action pour qu'il ait la même chance. Et j'ai pris l'exemple que j'ai une fille et un garçon, du moment à la naissance, en vivant en Tunisie, le garçon, il y a 50% de moins de chances de réussite. C'est aussi simple que ça. C'est ce que ça dit l'État actuel aujourd'hui. Alors que je veux bien que le garçon et la fille aient une égalité de chances. Donc, public-privé, l'égalité, parité, donc on a couvert ces aspects-là. Donc le socio-économique, éventuellement, une université qui est transformative pour la société, donc sur le volet économique, on va voir éventuellement que cet export de matières brutes, extraites de nos sols, etc., non, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de savoir. Donc nos recherches, nos produits de recherche, etc., ils vont ajouter de la valeur ajoutée pour tout produit qui est exporté vers l'extérieur. Donc c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire l'université qu'on souhaite en 2035, qu'elle a un impact sur nos exports. Nos exports pour que notre savoir et savoir-faire soient bien intégrés et que nos produits bruts sont valorisés. Et ça se décline sur deux choses. Ce n'est pas juste les produits bruts, les matériaux, mais aussi les humains. Aujourd'hui, nous sommes une société exportatrice de talents bruts aussi. Le talent brut, au moment où il est diplômé, il s'envole. Il s'envole ailleurs et il ne prend pas sa chance pour finalement investir ce savoir-faire et même s'épanouir en Tunisie. Donc c'est une forme aussi d'export de la matière brute, mais la matière grise brute en quelque sorte. Donc j'arrive à la fin, presque à la fin. Donc voilà, c'est une démarche globale que ma collègue a proposée, qu'il faut quand même faire bien l'état des lieux, ça nous prend une auto-évaluation, on a quelques indicateurs qu'on connaît tous, mais on n'a pas tout, et une analyse de gap, comme tout développement stratégique, il ne faut pas
passer par ces étapes-là, un plan d'action, etc. Il y a les leviers, nous avons un secteur très fort en enseignement et recherche, nous avons un secteur, nous formons, notre secteur d'enseignement supérieur, nous avons 300 000 étudiants à peu près, entre public et privé, nous avons des investissements quand même énormes, nous avons des atouts. La population tunisienne, la famille tunisienne veut enseigner ses enfants, ils sont engagés pour l'enseignement, ils gagent tout pour l'enseignement, que ce soit en public, que ce soit en privé. Donc un levier important. Nous avons une production scientifique incroyable par rapport à notre population, et que c'est un atout énorme, et si on investit correctement avec des bonnes politiques, etc., on peut avoir un impact souhaité. Puis, je pense qu'on arrive à la fin. Puis, madame, il y a cet aspect-là que madame va poursuivre. Elle a fait beaucoup plus de travail que moi parce qu'elle a rempli 5 ou 6 posters. Et on a fait le sommaire ici. Mais c'est vrai que. Avec les petits. Donc, merci. C'était un travail d'équipe. Donc, j'étais le script. J'ai tout noté presque. Merci à vous pour votre engagement d'ailleurs. Comme il vient de citer notre collègue, et dans la même lignée d'idées, on parle d'inclusion. Pourquoi l'inclusion? Pourquoi la troisième mission? On est dans l'ère de la permanence. C'est être présent et disparaître. Dans ce cadre d'incertitude, on est en train de se chercher en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'enseignant engagé, acteur dans tout ce qui est universitaire. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette approche de brainstorming et d'écoute. On ne peut pas parler de stratégie avant de s'écouter, de discuter les différents points de vue. Et c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps et on a essayé de schématiser, peut-être modéliser quelques idées qui ont été bien synthétisées par notre collègue. Et voilà, donc on souhaiterait en rêve d'une université inclusive qui soit humaine, engagée, économiquement impactante, avec une identité ancrée et claire. Tout à l'heure, notre collègue vient de le citer, il se spécialise dans un domaine bien particulier et dans un territoire, on est dans l'Afrique, dans la Méditerranée, et c'est la Tunisie, avec toute sa richesse. On a commencé par rêver de la Silicon Valley d'abord, mais vers la fin, après la discussion, on est parvenu à une idée d'économiser l'imaginaire. Peut-être qu'on a notre récit à raconter, peut-être qu'on a une université à réinventer en Tunisie. Donc voilà, c'est de quoi on rêve, une université humainement engagée. Et là, on est par et pour les humains, les étudiants, citoyens, lambda. Et après le Covid, c'est une université qui fait centré vivant, centré climat. Donc voilà, c'est notre rêve et on espère le réaliser. Merci. Personnellement, je veux intervenir, j'ai remarqué quelque chose parce que je viens de faire la connaissance de madame, c'est une posariste, et voilà, juste j'enchaîne et je fais la relation avec le fait d'utiliser plusieurs schémas, et voilà. Donc, voilà. Donc,